Salut à tous. La défense aérienne et antimissile d'Israël s'est effectivement effondrée. Elle n'est plus capable d'intercepter la plupart de ce qui la frappe en ce moment. Mais le point le plus important, c'est que les missiles utilisés maintenant n'ont plus besoin d'être lancés en très grand nombre pour produire un effet. L'Iran peut tirer 10 missiles au lieu de 100 et causer quand même plus de dégâts, parce que les charges explosives pèsent des milliers de livres, qu'elles sont précises et qu'elles ne peuvent pas être arrêtées. Il n'est plus nécessaire de tirer 50 ou 100 missiles pour atteindre l'objectif. C'est cette partie-là que beaucoup de gens ne comprennent toujours pas. Le deuxième point majeur, c'est qu'un grand nombre de missiles et d'installations souterraines de l'Iran se trouvent dans l'est du pays. Ils n'ont pas été touchés. Ils n'ont subi aucune forme d'attaque. C'est important parce que le récit public qui est présenté ne correspond pas à la réalité militaire. Certaines personnes qui apparaissent sur Fox News, notamment le sénateur Cotton et le sénateur Hawley, ont déjà commencé à parler comme s'il était temps de déclarer victoire, de dire que tout ce qui pouvait être fait avait été fait et de ramener les hommes à la maison. Dans le manuel médiatique pro-Trump, déclarer victoire apparaît souvent juste avant que quelqu'un commence à chercher la sortie d'urgence. Ce que j'entends à Washington de la part de gens qui sont à l'intérieur du système et ce qui semble maintenant se refléter même à travers Fox News, qui fonctionne souvent comme un porte-voix de l'administration, c'est que Donald Trump veut sortir de cette situation. Il a finalement compris qu'il n'y a rien à gagner. Les États-Unis peuvent larguer des bombes et tirer des missiles sur l'Iran autant qu'ils le veulent, mais cela ne changera pas la situation dans la région. Cela n'améliorera rien. Pire encore, cela risque de plonger le monde dans une récession économique, peut être même une dépression. Des gens autour de Trump lui disent que il doit arrêter cela, et l'arrêter rapidement, parce que s'il ne le fait pas, les États-Unis pourraient se retrouver dans un état de pauvreté aux côtés d'une grande partie du reste du monde. Le slogan peut rester bruyant, mais même le slogan le plus bruyant a du mal à refinancer une crise mondiale. Le reste du monde est déjà en train de sombrer. En Europe, les prix de l'essence sont 3 ou 4 fois plus élevés qu'avant. En Asie, la situation est apoplectique. En Asie du Sud-Est et en Asie du Sud-Ouest, la situation est désastreuse d'un point de vue purement financier et économique. Et les États-Unis n'ont pas exactement une position financière solide non plus, compte tenu de leur dette souveraine nationale et de la dévalorisation actuelle de leur monnaie. Toute l'idée qui soutient réellement l'économie américaine, c'est le pétrodollar. Le système du pétrodollar est simple, les États-Unis achètent du pétrole dans la péninsule arabique, les dollars reçus grâce à ce pétrole sont réinvestis dans les bons du Trésor américain, et grâce à ce réinvestissement dans les bons du Trésor, les États-Unis peuvent poursuivre leur expansion économique. Ce système est maintenant terminé. C'est fini. Il s'avère que l'Amérique d'abord sonne différemment quand la facture est écrite en pétrole. La question est de savoir à quel point les États-Unis pourront rester riches sans le pétrodollar. La réponse ne paraît pas très bonne. En réalité, les États-Unis ont perdu cette guerre. Les Iraniens le savent. Ils disent maintenant qu'ils ont reçu des ouvertures de la part des États-Unis, ce qui est probablement vrai en coulisses. Washington aimerait un cessez-le-feu, mais le corps des gardiens de la révolution islamique, le gouvernement lui-même et les forces armées ont tous parlé d'une seule voix. Il n'y aura pas de cessez-le-feu. Une séance photo ne peut pas négocier avec un inventaire de missiles. La vraie question à ce stade est de savoir si Israël peut survivre encore plusieurs jours ou plusieurs semaines à une destruction dévastatrice causée par des attaques de missiles. Que vont faire les États-Unis ? Combien de temps peuvent-ils maintenir cela alors que leur stock de missiles chute de manière précipitée ? Vont-ils commencer à larguer des bombes non guidées, c'est-à-dire des bombes qui ne sont pas guidées avec précision ? Elles peuvent convenir si le seul objectif est de réduire les villes des gens en décombres, mais cela ne fait que souligner à quel point la situation est devenue difficile. Cette affaire ne s'est pas déroulée comme prévu. Au Vietnam, Ho Chi Minh avait une stratégie impeccable. En ce moment, la stratégie iranienne semble elle aussi très affûtée. Même après que leur dirigeant principal a été tué et que son fils l'a remplacé, ils avaient déjà une stratégie de succession. Maintenant,
Ils attaquent des pays voisins proches et frappent des infrastructures d'une façon qui oblige ces États à réfléchir sérieusement aux conséquences pour eux-mêmes. Le Conseil de coopération du Golfe évalue les investissements et les commandites actuelles et futures si cette guerre dure beaucoup plus longtemps. L'Arabie Saoudite était arrivée avec d'énormes promesses, décrites par Trump comme des billions de dollars, mais si cette guerre se poursuit, les conséquences pour ces pays et pour les relations des États-Unis avec l'Arabie Saoudite seront graves, surtout parce que tout le système du pétrodollar est lié à cet ordre régional. Les billions ont l'air magnifiques à un podium jusqu'à ce que la police d'assurance régionale prenne feu. Il faut garder deux choses à l'esprit. Quand il n'y a pas de stratégie dans une guerre, il n'y a pas de fin à la guerre. Les États-Unis n'ont jamais eu de stratégie. Le problème à Washington a été une combinaison d'ignorance et d'arrogance. Washington n'avait pas une haute opinion de l'Iran et de ses capacités militaires. Il ne comprenait pas l'Iran. L'Iran, c'est la Perse. Il existe depuis 2700 ans. C'est un grand État civilisationnel et il ne va pas se coucher devant Israël ou devant les États-Unis. Toutes les exigences formulées par le président Trump sont des exigences israéliennes. Les États-Unis ont simplement agi comme l'exécuteur d'Israël. Et les exigences d'Israël n'ont jamais été réalistes. Elle demande effectivement à l'Iran d'abandonner non seulement son enrichissement d'uranium, mais aussi son arsenal de missiles balistiques. On s'attendait à ce que l'Iran cesse de coopérer avec ses amis dans le Golfe et accepte l'hégémonie militaire et politique d'Israël sur la région. Autrement dit, on s'attendait à ce que l'Iran fasse ce qu'Israël lui disait de faire. L'argument de vente était simple, appeler cela de la force, puis espérer que personne ne lise les petits caractères. Cela n'allait jamais arriver. C'était une impossibilité. Les États-Unis ont stupidement adhéré à ces exigences outrageuses. Maintenant, Washington essaie de comprendre comment reculer par rapport à ces exigences et sortir du Golfe. C'est extrêmement difficile parce que l'adversaire dit en substance que les États-Unis en ont peu, être terminés, mais que l'Iran, lui, n'en a pas terminé et a l'intention de continuer. Le tableau est très sombre en ce qui concerne le pétrole et le gaz naturel extraits du sol dans cette région. En réalité, ils sont hors ligne. Ils ne sont pas simplement arrêtés dans le sens où les puits continueraient de pomper, où les raffineries continueraient de raffiner et où les réservoirs de stockage continueraient d'être vidés. Non, pour le moment c'est terminé. Pendant au moins 6 mois à 1 an, la majeure partie du pétrole de la région pourrait être hors ligne. C'est comme avoir un disjoncteur dans une maison. Quand le courant se coupe, quelqu'un va au panneau électrique, appuie sur l'interrupteur et s'attend à ce que l'électricité revienne. Mais avec le pétrole, c'est pas comme ça que cela fonctionne. Ils peuvent vouloir appuyer sur l'interrupteur et remettre le pétrole en marche, mais cela n'arrivera pas. Cela ne va pas arriver. C'est la partie qui ne rentre jamais proprement sur une casquette de campagne. On parle maintenant de riposter aux Iraniens en détruisant l'île de Karg, le grand terminal pétrolier iranien dans le golfe Persique. Mais l'Iran a rendu sa position très claire. Si l'île de Karg, son terminal pétrolier relié à ses champs pétroliers, est détruite, l'Iran détruira toutes les infrastructures pétrolières du golfe Persique. Certains insistent pour dire que l'Iran ne ferait jamais cela. C'est faux. L'Iran le fera. Il suffit de regarder ce qu'il a déjà fait. Il n'y a absolument rien que les États-Unis puissent faire pour l'empêcher. Maintenant, le reste du monde met Washington sous pression, en avertissant que si cette situation n'est pas arrêtée très rapidement, le résultat pourrait être une réinitialisation mondiale économiquement catastrophique. Non seulement pour les États-Unis, mais pour le monde entier. C'est là que les discours de fermeté commencent à rencontrer le service de la logistique. Le Conseil de coopération du Golfe n'a pas beaucoup de marge de manœuvre. Pendant plus d'un siècle, ce sont d'abord les Britanniques qui ont promis et assuré la protection de ces petits royaumes pétroliers, y compris l'Arabie Saoudite. Les États-Unis ont accepté en privé, dans les années 1930, de protéger les ressources pétrolières saoudiennes. Maintenant, tout le monde a découvert que les États-Unis ne peuvent pas faire cela. Ils ne peuvent pas abattre les missiles. Ils ne peuvent pas mettre les Iraniens au pas. Les États-Unis n'ont même pas pu vaincre les Houthis. Cela aurait dû être retenu. Les Houthis,
ont été balayés du revers de la main comme une tribu d'Arabes arriérés vivant dans les montagnes du sud du Yémen, prétendument incapables de mener une action stratégique majeure. Pourtant, ils ont fermé la mer Rouge, ils ont interrompu le commerce vers le canal de Suez. Si les États-Unis n'ont pas pu les arrêter et les vaincre, comment pourraient-ils possiblement affronter une nation de 93 millions de personnes, à peu près de la taille de l'Europe occidentale ? Les Iraniens sont fiers de leurs origines, de leur culture, de leur identité et de leur histoire. Les États-Unis ont craché là, dessus. C'est cela, le problème. Ils feront pas affaire avec Washington, certainement pas, selon les conditions de Washington. Les États-Unis devront trouver quelqu'un, quelque part, qui pourra servir de médiateur. Mais les conditions que Washington devra accepter seront probablement très humiliantes pour les États-Unis. La salle de presse peut appeler cela une rampe de sortie, mais une humiliation avec un ruban reste une humiliation. Il y a aussi une autre possibilité qui ne peut pas être ignorée. Netanyahou, qui est la véritable cause de tout ce trouble en Israël, pourrait se tourner vers une arme nucléaire, parce qu'Israël possède des armes nucléaires. Si Israël utilisait une arme nucléaire contre l'Iran, le monde changerait profondément. Les possibilités après cela sont presque trop terribles à envisager. Elle pourrait inclure une catastrophe nucléaire pour Israël, parce que beaucoup de gens dans le monde ne toléraient pas un tel acte. Il n'est même pas certain que le président Trump ait M. Netanyahou sous son autorité. Cela ressemble beaucoup à une situation où M. Netanyahou est aux commandes du président Trump. Pour un mouvement obsédé par le leadership fort, la chaîne de commandement a l'air étrangement flexible. C'est un scénario dont on peut qu'espérer et prier qu'il ne se produise pas, mais la question du changement de régime demeure importante parce que ce récit revient encore et encore. Les États-Unis ont parlé de changement de régime au Venezuela. Historiquement, ils ont dépensé des billions de dollars à poursuivre un changement de régime en Afghanistan pour que les talibans finissent par revenir au pouvoir. Le récit du changement de régime est présenté encore et encore, mais il est raisonnable de se demander si le public ne se fait pas simplement servir une histoire. Le service du marketing rend toujours le changement de régime moins coûteux que ne le fait l'histoire. La probabilité que le public se fasse servir une histoire est extrêmement élevée. D'abord, il est important de se rappeler que les États-Unis n'ont pas changé le régime au Venezuela. Ce qu'ils ont fait, c'est payer des gens des millions de dollars pour leur permettre d'enlever Maduro et son épouse, puis de les ramener aux États-Unis officiellement pour un procès et une incarcération. Mais le Venezuela lui-même n'a pas changé. Le même gouvernement est là. Les personnes qui commandent la police, les forces armées et l'économie, y compris celles qui ont les mains plongées, sont toujours là. Rien n'a changé. Ce que les États-Unis ont réellement fait, c'est dire en pratique qu'ils allaient voler le pétrole. Chaque fois qu'un autre pétrolier serait rempli, Washington le prendrait et déciderait quoi en faire. C'est pas un changement de régime. La dernière fois que j'ai vérifié, cela s'appelait de la piraterie. Même l'image de marque a du mal quand la liberté arrive avec un reçu de pétrolier. Il n'y a pas eu de changement de régime au Venezuela. Et si Washington s'intéressait vraiment au problème de la drogue, au cartel, au fentanyl et à tous ceux dont les gens se plaignent à juste titre, il aurait regardé du côté du Mexique, pas du Venezuela. Le rôle du Venezuela dans tout cela est minuscule. La plupart des problèmes viennent du Mexique. Mais cela appartient maintenant au passé. Washington parle donc maintenant de l'Iran et d'un changement de régime là-bas. Cela n'a jamais eu beaucoup de chance de se produire. La campagne aérienne du Kosovo en 1999 est instructive parce qu'elle a été lancée dans le but de retirer un homme nommé Milosevic de la présidence de la Yougoslavie, ou de ce qui était en réalité, à ce moment-là, une Serbie élargie. Les bombardements ont duré 78 jours. En fin de compte, les bombardements eux-mêmes n'ont rien changé. Ce qui s'est produit, c'est que lorsque les bombardements n'ont pas forcé les Serbes à céder et à se rendre, les États-Unis ont dû envoyer le secrétaire d'État adjoint Talbot à Moscou pour négocier une entente avec les Russes. Les détails demeurent largement inconnus, mais l'objectif était de persuader les Russes qu'en échange de tout ce que Washington leur promettait, ils lâcheraient Milosevic.
Les Russes avaient promis à Milosevic qu'ils fourniraient de la nourriture, des médicaments et du carburant pour passer l'hiver. La campagne avait commencé en février et les Serbes croyaient pouvoir tenir pendant l'été et jusqu'à l'automne, mais ils auraient besoin d'aide pour passer l'hiver. Les Russes ont ensuite accepté les conditions ou les avantages que les États-Unis leur avaient offerts, se sont retirés et ont dit à Milosevic qu'ils ne pouvaient plus rien promettre pour l'avenir en matière de nourriture, de carburant et de médicaments. Ils devraient conclure le meilleur accord possible avec les Américains. En réponse, après 78 jours de bombardement, l'appareil militaire serbe s'est retiré du Kosovo. C'est important parce que les États-Unis ont mené cette campagne aérienne pour se débarrasser de Milosevic. Pourtant, Milosevic n'a été renversé par son propre peuple que 6 mois ou plus après cette campagne aérienne. La même leçon s'applique à l'Iran. Si les États-Unis étaient restés en dehors des affaires internes de l'Iran et avaient laissé les événements suivre leur cours, ils auraient probablement vu émerger un nouveau gouvernement dans ce pays beaucoup plus tôt, mais une fois que l'Iran a été attaqué, tout le monde dans le pays, qu'il aime ou non le régime de Téhéran, est devenu nationaliste. Ils sont devenus déterminés à défendre leur pays. Ils sont devenus déterminés à vaincre les États-Unis. Autrement dit, Washington a forcé la cohésion de l'Iran et de la société iranienne. Rien n'unit un pays aussi efficacement que de recevoir des leçons de liberté de la part des mêmes personnes qui larguent les bombes. D'ici Noël prochain, ou peut être d'ici le printemps prochain, il aurait pu y avoir un changement en Iran que les États-Unis auraient pu accueillir favorablement du point de vue de ce qui a du sens socialement, culturellement et politiquement. Mais Washington n'aura pas de régime ami là-bas pendant très très longtemps. C'est tragique, parce que l'Iran et les États-Unis ont tous deux plus de raisons stratégiques de coopérer que de se combattre. Toute cette construction, cette guerre, est le produit d'Israël et des énormes sommes d'argent que de riches milliardaires sionistes aux États-Unis ont versé à Donald Trump et au Congrès pendant de nombreuses années pour s'assurer que tout ce qu'ils voulaient voir se produire et tout ce qu'ils jugeaient être dans l'intérêt d'Israël se produise. Cela s'est vu dans le discours sur l'état de l'Union du président Trump. À un moment donné, elle a finalement mentionné l'Iran et a déclaré que l'Iran ne devait jamais posséder d'armes nucléaires et que tant qu'il serait président, il s'engageait à empêcher cela coûte que coûte. Pour la première fois, il a reçu une ovation debout de tout le monde au Congrès, y compris de gens qui s'opposaient à lui. Pourquoi ? Parce que toutes ces personnes avaient bénéficié de la largesse de ces milliardaires qui travaillaient pour Israël. Apparemment, le bipartisme est encore vivant quand les applaudissements viennent avec une classe de donateurs attachés. Autrement dit, le Congrès a été acheté en même temps que la Maison-Blanche. Cela rend les choses encore plus difficiles pour le président Trump, qui semble sincèrement chercher une sortie, une soi-disant rampe de sortie, et qui aimerait mettre cette guerre derrière lui. Mais comment peut-il le faire ? Comment peut-il se désengager, surtout quand Israël est en très mauvaise posture ? On doit se demander si, dans le cas où les États-Unis s'engageraient plus directement, Israël survivrait même. Le fait que le Congrès ait été acheté n'est pas surprenant compte tenu de la nature de la politique, mais cela soulève une autre question. Comment les relations dans la région peuvent-elles être réparées ? L'Iran faisait partie de l'OPEP et maintenant il attaque des pays voisins, des infrastructures voisines, des bases américaines et d'autres cibles. Un changement de régime est-il nécessaire pour réparer les relations ou un autre conflit est-il en train de se préparer entre l'Iran et ses voisins ? Les soi-disant pays voisins, les États du Conseil de coopération du Golfe, le Koweït, Bahreïn, les Émirats et l'Arabie Saoudite ont joué un double jeu. Ils ont versé de l'argent à quiconque ils pensaient pouvoir acheter pour obtenir une protection et ils ont investi beaucoup d'argent aux États-Unis en échange d'une promesse de protection militaire. Cet arrangement est maintenant terminé parce qu'il a été démontré que les États-Unis ne peuvent pas les protéger. La notion de dissuasion, précisément la dissuasion de l'Iran, a échoué. Un racket de protection paraît moins impressionnant quand le protecteur commence à vérifier son propre sol de missiles. Ces pays n'ont pas directement rejoint Israël pour provoquer cette guerre, mais ils ont joué un double jeu avec Israël.
L'Iran, avec d'autres pays arabes musulmans, et j'ajouterai aussi la Turquie, a été consterné par les meurtres de masse et la déportation des Palestiniens depuis Israël. Les Saoudiens et les Émirats du Golfe ont rendu hommage du bout des lèvres à cette question, tout en continuant simultanément à coopérer et à faire des affaires avec les Israéliens. D'autres ne l'ont pas fait. L'Iran a été dégoûté par cela, parce qu'il y avait eu l'attente qu'une certaine forme d'unité islamique émerge, et cela ne s'est pas manifesté. Les Iraniens en avaient aussi assez d'écouter ces pays prétendre qu'ils se souciaient de la vie des gens en Israël et en Palestine, tout en ne faisant rien à ce sujet. Rien de tout cela ne peut être séparé de ce qui se passe en Israël. Ce qui a commencé après le 7 octobre, cette campagne massive de déportation et extermination, appelez-la comme vous voulez, ne peut pas être vue comme distinctement séparée de tout le reste qui se déroule maintenant. Les États-Unis ont activement soutenu cette campagne de déportation et de meurtre. Ils ont fourni des armes, des munitions, toutes sortes de soutiens, même un soutien militaire clandestin, ainsi que des conseils aux Israéliens. Donc du point de vue de l'Iran, les États-Unis sont l'ennemi, et les États-Unis sont l'ennemi de l'Iran depuis 1979. Washington n'a jamais été disposé à s'asseoir et à vraiment parler avec l'Iran ou à traiter les Iraniens comme des égaux. Les États-Unis ne traitent personne comme un égal. Soit ils intimident un pays et s'attendent à ce qu'il rentre dans le rang, soit ils reviennent l'intimider avec leur puissance militaire. Telle a été l'approche américaine. La version de l'ère Trump a simplement ajouté une image de marque plus bruyante à une vieille habitude. Le monde en a assez. L'Iran reçoit beaucoup de soutien dans le monde parce que beaucoup de gens voient l'Iran comme un pays qui tient tête à l'intimidateur. Tout cela joue dans les aspects psychologiques de la campagne et c'est aussi pourquoi il est si difficile d'arrêter la guerre. Le président Trump s'est récemment exprimé à bord d'Air Force One et a décrit les Iraniens comme faisant partie des personnes les plus mauvaises de la planète. Ce genre de langage compte. L'affirmation selon laquelle les Iraniens auraient décapité des bébés n'est pas vraie. Et même si l'attaque du Hamas du 7 octobre a été horrible, ce que les Israéliens ont fait, c'est prendre cet événement, l'amplifier et l'exagérer hors de toute proportion avec la réalité. Trump a adhéré à toute cette rhétorique incendiaire de haine empruntée à M. Netanyahou. C'est catastrophique. Comment faire la paix avec des gens quand on parle d'eux en ces termes? Il a rendu cela très difficile. La paix est déjà assez difficile sans transformer le micro en lance-flamme. Les récits sur l'épuisement des stocks de munitions américains sont aussi importants. Certaines personnes contestent l'argument au sujet du détroit d'Ormuz en affirmant que sa fermeture couperait la Chine, mais la Chine raffine 90% des terres rares du monde. Et ces terres rares sont utilisées dans les systèmes américains de défense antimissiles et dans d'autres technologies critiques. Cela rend le rôle de la Chine important, et cela soulève aussi la question de savoir si la situation des munitions américaines est réellement critique. La réponse est oui, surtout en ce qui concerne les munitions coûteuses et spécialisées, les missiles utilisés pour la défense aérienne et antimissiles, ainsi que les missiles de frappe. La raison, c'est que les États-Unis en ont expédié un grand nombre en Ukraine, où ils ont été utilisés de façon très peu judicieuse. Quand quelqu'un utilise un missile qui coûte 2 millions de dollars l'unité pour abattre un drone sans pilote de 20 000 dollars, c'est du gaspillage de missiles. C'est pas une stratégie, c'est un communiqué de presse très coûteux avec des traînées de fumée. Les Ukrainiens ont beaucoup fait cela. Les États-Unis ont réduit inutilement la taille de leur stock. En ce qui concerne les munitions d'artillerie ordinaire, il en reste encore beaucoup. Les munitions conventionnelles simples, non spécialisées et directes existent en très grande quantité. Mais les missiles, c'est différent. Les missiles Patriot, les missiles de défense antimissiles terrestres GMD, les missiles TATAD et d'autres systèmes similaires sont à des niveaux très bas. C'est pourquoi l'investissement de l'Iran dans les missiles est si important. Au cours des 20 dernières années, l'Iran a investi dans un énorme arsenal d'environ 45 000 missiles. Il avait le luxe de sacrifier un grand nombre de missiles au début afin d'épuiser les défenses antimissiles. Chaque fois qu'un défenseur tente d'abattre un missile entrant, il est porté à tirer au moins 2 missiles contre lui. C'est une proposition perdante. Les calculs simples.
Le défenseur finira inévitablement par manquer de missiles avant le camp qui lance les missiles. C'est ce qui semble s'être produit dans le Golfe. Les États-Unis peuvent-ils compenser ce manque? Oui, mais cela prendra du temps. La Chine, par exemple, construit 1000 moteurs de missiles ou de roquettes par jour. Les États-Unis produisent environ 100 missiles de tous types par mois. Les États-Unis ne peuvent pas suivre le rythme. En privé, en coulisses, on dit probablement au président que les stocks américains sont dangereusement bas. Si les États-Unis continuent ainsi et doivent soudainement affronter les Chinois, les Russes ou toute puissance quasi équivalente, ils seront en difficulté. La ligne de rassemblement parle de domination. La ligne de production parle de retard accumulé. Pendant la guerre en Ukraine, surtout durant les 2 premières années, des gens répétaient presque toutes les 2 semaines que les Russes manquaient de munitions, que les Russes manquaient de missiles et que les Russes perdaient des centaines de milliers d'hommes. Tout cela était du vent. Les Russes disposaient d'une base manufacturière dans laquelle ils ont rapidement investi et qu'ils ont portée à pleine capacité. Ils pouvaient produire plus que n'importe quel adversaire. Dans le monde d'aujourd'hui, c'est essentiel pour faire et gagner une guerre. Les États-Unis ont toujours été orientés vers la guerre courte. C'est ainsi qu'ils pensent parce qu'ils sont avant tout une puissance maritime et aérospatiale. Ils ne maintiennent pas de grandes forces terrestres, ils ne sont pas une puissance continentale. Les Allemands, les Russes, les Chinois, les Perses, les Indiens et des États similaires ont maintenu de grandes armées parce qu'ils doivent le faire. Ils ont de vastes territoires à défendre. L'Iran fait la moitié de la taille de l'Inde et environ la taille de l'Europe occidentale. C'est une différence énorme. Les États-Unis ne pensent pas de cette façon. Ils sont à l'aise avec les navires et les avions, mais les navires et les avions seuls ne gagnent pas les guerres. Cet argument est déjà apparu auparavant. En 1942, le général Arnold, qui était officiellement chef d'état-major adjoint de l'Army Air Corps sous George Marshall, a dit qu'il était concevable, pour la première fois dans l'histoire, que les États-Unis bombardent les Allemands en Europe si intensément qu'ils n'auraient pu être jamais à envoyer un seul soldat au sol. C'était une illusion. 2 ans plus tard, les États-Unis ont dû débarquer en Normandie. Chaque fois que Washington écarte la possibilité de devoir utiliser des forces terrestres, il commet une terrible erreur. Cette erreur s'est répétée au Vietnam. Les États-Unis ont lancé de grandes quantités d'avions et de bombes contre l'ennemi et ont fini par devoir admettre que cela ne fonctionnerait pas et qu'il faudrait envoyer des forces terrestres. Le problème maintenant, c'est que les États-Unis n'ont pas les forces terrestres à envoyer. L'armée de 2004 était déjà une fraction de la taille de l'armée qui existait en 1990 et 1991 pendant Desert Storm. À l'époque, les États-Unis ont déployé 300 000 soldats au sol et comptaient près de 800 000 hommes en service actif dans l'armée. Si Washington essayait aujourd'hui de faire ce qu'il a fait en 1990, il ne le pourrait pas. Premièrement, il n'a pas les troupes. Deuxièmement, les capacités de renseignement et de reconnaissance par satellite révéleraient immédiatement où se trouvent ces troupes. Grâce au lourd investissement de l'Iran dans les missiles guidés avec précision, l'Iran les détruirait dans le port ou au sol, partout où elle débarquerait. Il faut comprendre cela. La guerre a changé. Le fantasme de la salle de briefing marche encore en formation de parade pendant que le champ de bataille est déjà passé à autre chose. Naviguer dans la propagande, dans cet environnement, exige de comprendre l'ampleur de la crise pétrolière. Si quelqu'un investit en plus des métaux précieux et des ressources, le pétrole devient important. Parce que cette crise pétrolière ne disparaîtra pas de sitôt, même si toute la guerre s'arrêtait et que les États-Unis acceptaient de quitter complètement le Golfe demain matin, le pétrole resterait hors ligne pendant des mois et des mois. C'est pourquoi le pétrole pourrait atteindre 200 $, le baril. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Pouvoir, vérité vous salue et vous donne. Rendez-vous très bientôt.